Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Chers auditeurs de Tranche de vie, le décor, c'est l'hôpital public, parfois décrié et qu'on dit mal en point. Dans les couloirs de ces services, qu'est-ce qui fait encore courir les jeunes médecins que l'on voit s'activer, le mobile à la main et le stéthoscope en bataille ? Aurélie, médecin hospitalier, a accepté de nous le dire, de nous parler de son beau et terrible métier. Et nous l'en remercions vivement. Aurélie, bonjour et merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on devient médecin hospitalier ? Alors bonjour à tous. Comment devenir médecin hospitalier ? Dans mon cas, presque par hasard. Je suis devenue médecin parce que j'ai vu de la lumière dans l'amphi de médecine et je suis rentrée. Et j'ai pas regretté puisque aujourd'hui je suis devenue médecin et pour mon plus grand plaisir. Et de fil en aiguille, j'ai fait mes études et je me suis orientée vers une spécialité qui est quasiment faite que dans l'hôpital public, qui est la médecine interne et la maladie infectieuse. Donc à partir de là, je savais qu'en choisissant cette spécialité qui me tenait à cœur, j'allais devenir médecin hospitalier dans le public. Donc tout naturellement, j'ai fait mon internat. J'ai fait 2 ans de clinica et après j'ai cherché et choisi un poste de praticien hospitalier sur Périgueux. Alors, est-ce que vous pouvez définir pour nos auditeurs, qui ne sont probablement pas tout à fait au fait de ça, qu'est-ce que c'est qu'un médecin hospitalier ? Quel est le statut d'un médecin hospitalier ? Alors, un médecin hospitalier, donc c'est un médecin qui est employé par l'hôpital public. Il est rémunéré par l'hôpital public intégralement. Son salaire, il est fixe. C'est pas comme les honoraires d'un médecin privé qui va à chaque consultation être rémunéré par son patient qui est lui-même remboursé par la sécurité sociale. Là, c'est différent. C'est l'hôpital qui lui verse un salaire fixe, quelle que soit son activité. Et en fait, l'hôpital lui-même est payé après par rapport à cette activité par la sécurité sociale. Voilà, donc son activité, elle s'oriente selon sa spécialité de façon plus ou moins importante, entre des patients hospitalisés qui sont dans les lits et qui restent 2, 3, 4 jours, des patients qui viennent en consultation adressés par des confrères ou adressés par eux-mêmes qui demandent un deuxième avis, ou enfin des patients qui viennent en hospitalisation de jour pour faire soit des soins spécifiques, des chimiothérapies, ou alors un ensemble d'examens qui ne peuvent pas être faits en soins externes. Voilà, c'est à peu près les activités. Et puis après, il y a selon les spécialités, ce qui n'est pas mon cas, des gens qui ont des gestes qu'on dit techniques, qui font des endoscopies, les cardiologues qui font ça s'appelle des épreuves d'effort, etc. Moi, mon activité, elle est orientée vraiment autour de l'hospitalisation traditionnelle essentiellement. Et après, je fais de la consultation à la demande de médecins généralistes pour leur donner des avis ou pour suivre des patients qui ont des maladies infectieuses particulières, type le VIH, les hépatites virales ou alors des maladies qu'on dit auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde et des patients que je vois également en post-hospitalisation pour contrôler des patients qui sont sortis pas forcément encore parfaitement bien et qui ont besoin d'être contrôlés à distance. Alors là, le tableau que vous dressez, c'est un tableau qui c'est quand même extrêmement vaste, ce que vous faites. La médecine interne, vous avez toute une gamme d'affections que vous êtes censé soigner. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup de spécialisations dans différents domaines ? Alors oui, en effet, la médecine interne, c'est une spécialité qui est très vaste, parce que la médecine interne, c'est la médecine, on va dire, de ce qui ne touche pas un organe en précis. Vous avez un problème de rein, vous allez voir le néphrologue, vous avez un problème de cœur, vous allez voir le cardiologue, vous avez un problème de quelque chose qu'on ne sait pas, vous allez voir le médecin interniste. Forcément, ça recouvre beaucoup, beaucoup de choses, notamment, comme je disais, les maladies auto-immunes, les maladies infectieuses un petit peu sévères qui dépassent le cadre de compétences de la médecine générale.
Alors en fait, pendant notre internat, on fait beaucoup de stages dans beaucoup de spécialités différentes. J'ai fait de la dermatologie, j'ai fait de la néphrologie, j'ai fait de la rhumatologie et des services de médecine interne également. J'ai également passé 6 mois en réanimation médicale. Bref, on a un champ de compétences qui est assez large, qui des fois manque de précision. On a beaucoup besoin de nos confrères et de nos collègues, puisque justement, on s'occupe des patients dans leur globalité et on essaie de faire justement comment on peut appeler dire, on aide à s'occuper de lui dans l'ensemble. Voilà, c'est que le cardiologue qui voit peut-être juste un peu plus vers juste son organe, entre guillemets, fétiche, nous, on essaie de faire entre tout et on s'occupe de patients qui sont polypathologiques, avec beaucoup de pathologies et beaucoup de problèmes où il faut essayer de trouver le juste équilibre. Voilà. Donc c'est sûr que ça demande à la fois beaucoup de communication en fait avec les confrères des spécialités qu'on dit d'organes. Nous, on n'est pas une spécialité d'organes, on est une spécialité de tout. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout savoir bien, c'est pas possible. Donc on est obligé un petit peu d'aller... de communiquer, puis aussi de communiquer entre nous, puisque entre les internistes et puis entre tous les collègues qui sont là, parce qu'on a tous des champs de compétences plus ou moins vastes et plus ou moins spécialisés. On peut tous s'apporter, donc on communique beaucoup entre nous. Donc vous êtes condamné à travailler en équipe Condamné. Moi, je considère que c'est même un choix volontaire. Oui, d'accord. C'est même plutôt une volonté de ma part. Le travail d'équipe, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas être compétente dans tous les domaines. C'est impossible. Non, c'est impossible. Personne ne peut être compétent dans tous les domaines. Ça, c'est pas possible. Mais voilà. Puis après, on a des petites choses qu'on connaît très, très bien soi-même. Voilà, par exemple le VIH, qu'on a besoin de personnes, entre guillemets, pour nous aider. Mais encore que, quand on soigne un patient qui a le VIH, il peut avoir un problème de cœur, un problème... Et on a à ce moment-là à nouveau besoin de nos collègues. Je pense que dans notre spécialité, mais je pense parmi tous les médecins, y compris les médecins généralistes, aucun médecin n'est une île. Il a besoin de tous ses confrères tout le temps. Je pense que c'est particulièrement important. Plus peut-être dans votre domaine de la médecine interne, parce qu'on a l'impression que ça suppose une mise à jour permanente de vos connaissances. Oui, ça c'est un peu le côté difficile, c'est qu'avec la tension qu'on a de travail, l'énorme travail qu'on a, on a aussi un travail derrière de mise à jour des connaissances, ce qu'on essaie de faire au mieux au quotidien, mais c'est vrai que c'est la partie où il faut réussir à caler au milieu de la lecture, voir aller en congrès, etc. Donc ça c'est vrai que ça demande un vrai travail permanent, quoi. Alors le côté maintenant peut-être négatif de ça veut dire que est-ce que vous avez le temps de tout faire? Est-ce que vous considérez que dans votre travail de médecin hospitalier, de médecine interne, vous êtes surchargé de travail? Je pense que oui, ça c'est pas pareil, c'est pas un grand scoop, Malheureusement, que tous les médecins et je pense que les médecins hospitaliers comme les médecins libéraux, on a un problème de charge de travail qui est lié à un manque chronique de médecins et surtout aussi à une charge de travail qui va croissante, c'est-à-dire d'un côté, on a un nombre de médecins qui a augmenté de façon assez lente et en même temps une charge de travail pour lequel qui a par contre, elle, cru de façon très rapide avec des patients qui sont plus âgés, mais également des possibilités de traitement qui n'existaient pas auparavant. Donc forcément, ces possibilités-là font que les patients vivent plus longtemps, ce qui est une bonne chose, mais il faut les soigner plus longtemps aussi. Donc c'est vrai que ça fait qu'on a un vrai gros problème en fait de temps, de façon assez chronique. Mais je pense que ça se voit, dans toutes les fonctions médicales, je dirais, on a un vrai problème. De manque de praticiens et donc de manque de temps pour avoir le temps de se former et puis le temps de faire les choses dans le calme et pouvoir bien expliquer aux gens, bref. Manque de praticiens d'un côté et alors évolution de la clientèle de l'autre. C'est ça. Alors nous on dit patientèle, mais oui, on a à la fois la patientèle et la possibilité de traitement. Je pense que les possibilités de traitement vont quasiment exponentielles et avec donc des patients qui vont être suivis plus longtemps, vus plus longtemps, revus plusieurs fois, puisque ces traitements ne sont pas forcément toujours des traitements qui guérissent, ce ne sont pas toujours des possibilités, donc c'est des gens qui vont être là, mais c'est vrai que ça augmente de façon assez importante
je veux dire, le nombre de patients qui sont là. Parce que non seulement ils sont vieillissants, parce que toute la population française est vieillissante, et c'est normal, tant mieux, mais en plus, voilà, on a cette possibilité de traitements qui sont vraiment des traitements de plus en plus accrus, de plus en plus spécifiques, techniques, efficaces. Donc c'est bon, tant mieux, hein, mais encore heureux. Mais c'est vrai que ça représente une charge de travail qui va vraiment, vraiment exponentielle. Hein. Avec des patients aussi qui sont plus fragiles. Hein, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer un patient qui a eu 2, voire 3 cancers dans sa vie. Et forcément, avec les traitements qui s'en suivent, les chimiothérapies qui s'en suivent, ça fait des patients qui sont très très fragile et chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, il y a des effets secondaires, donc on est obligé d'être très très délicat. Donc, vraiment, cette fragilité augmente notre travail de façon importante, oui. Dans votre travail, est-ce que vous jugez que vous avez suffisamment de moyens ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous avez la possibilité de travailler dans un hôpital public ? Est-ce que par rapport, je sais pas, la réputation, je pense que vous savez comment ça se passe dans des cliniques privées, est-ce que la comparaison est en faveur de l'hôpital public ? Alors, c'est difficile à répondre en un seul tenant, parce que je pense qu'on a à la fois plus et moins de moyens que dans le privé. Alors pourquoi on pourrait avoir plus de moyens ? C'est qu'on a la possibilité de traiter tous les patients. C'est-à-dire qu'il y a un devoir de rentabilité ultime en clinique qui font que justement les patients dont je parle, extrêmement fragiles, on a du mal à les soigner en clinique parce qu'on a encore moins le temps, parce qu'il faut vraiment que les durées de séjour soient très courtes, etc. Donc on a cette possibilité qui n'existe finalement pas ailleurs. C'est-à-dire que on n'a pas un devoir absolu de rentabilité. C'est l'hôpital public. On n'a pas besoin de générer de l'argent. On n'en est pas là. Dieu merci, on n'en est pas là. Donc, on a cette possibilité, et c'est une des raisons pour laquelle je suis dans l'hôpital public, c'est que je n'ai pas l'intention de soigner uniquement les patients rentables. J'ai envie de soigner tous les patients, hein, absolument tous. Donc, on est un petit peu moins à la chaîne, on a la possibilité de faire quelque chose pour le faire, voilà, juste pour le plaisir de le... Enfin, pas le plaisir, mais la nécessité de le faire. Voilà. Nécessité morale. Voilà, la nécessité morale. J'ai dit plaisir parce que c'est vrai que c'est aussi un plaisir de dire, je fais quelque chose de bien et ça ne rapporte rien à personne, c'est juste quelque chose de bien. Si on fait un métier sans plaisir, c'est pas la peine de le faire. Mais par contre, on a aussi moins de moyens dans le sens où, justement, parce qu'il y a ce devoir de rentabilité extrêmement important dans les cliniques, il y a une organisation qui a été un peu millimétrée un petit peu pour que tout soit très très rentabilisé. Et des fois, ça manque un tout petit peu qu'il y ait cette possibilité-là, et donc on se retrouve à faire des choses qui ne sont pas du soin. Par exemple, dans l'hôpital public, on est obligé de faire des choses, des fois, on se retrouve à brancarder, entre guillemets, même moi, je me suis vue brancarder il n'y a pas si longtemps, parce qu'on n'avait pas de brancardier, qu'il fallait le faire, etc. Ça n'arriverait jamais dans une clinique, parce que la clinique, elle sait que pour rentabiliser son médecin, il faut qu'il fasse de la médecine, et rien que de la médecine. Voilà. Mais encore une fois, je pense qu'on a quand même, entre guillemets, plus de moyens en hôpital public parce qu'on a cette possibilité de se dire, on peut soigner le patient qui est SDF, qui ne pourra pas payer, qui n'aura pas de mutuelle, qui n'aura rien de tout ça. Et ça, c'est quand même un confort. J'ai la possibilité de faire des consultations qui durent 30 minutes, voire 45 minutes si nécessaire. Et ça, je ne pourrais pas le faire en privé. Ça ne serait pas possible. On me dirait, non, vous êtes gentil, mais là... il faut que vous avanciez plus vite. Or, certains patients en ont vraiment besoin. Donc, là-dessus, on a à la fois plus de moyens, et je vous dis à la fois moins de moyens parce qu'on n'a pas cette logique comptable, ce qui fait que des fois, on manque un petit peu d'un ingénieur qualité qui ferait qu'on rationaliserait un petit peu tout le temps de tout le monde pour qu'on arrive à justement un peu plus d'efficacité des fois. Voilà, on a à la fois les bénéfices de nos qualités. Je préfère encore l'hôpital public, et si je devais me faire soigner, j'irais encore dans l'hôpital public, j'en suis certaine. D'ailleurs, c'est fait, puisque j'ai accouché dans l'hôpital public, et mon enfant a été dans l'hôpital public. Alors, vos propos m'appellent 2 questions. La première, c'est est-ce que la contrepartie de ça, c'est le fait que vous n'avez pas suffisamment de temps, des journées de 24 heures qui sont trop courtes pour faire tout ce que vous voulez faire ?
Et puis la deuxième, est-ce que actuellement on n'est pas poussé un petit peu, l'hôpital public n'est pas un petit peu poussé vers cette exigence de rentabilité par le remaniement du fonctionnement dont tout le monde entend parler? Alors oui, et je pense qu'on a un peu poussé l'hôpital public vers cette volonté, entre guillemets, d'efficacité. Alors je pense que des fois c'est bien, comme je disais, il y a des moments, il faut aussi voir ce qu'on peut améliorer, hein, parce que je pense qu'il y a des fois, c'est juste comment organiser en fait l'hôpital pour essayer de l'améliorer dans sa rentabilité parce que rentabilité n'est pas un gros mot en fait, hein. On peut être plus efficace en fait, plus que rentabilité, c'est peut-être plus d'efficacité. Donc ça c'est vrai qu'on a essayé de pousser à l'efficacité, des fois peut-être de façon maladroite ou des fois de façon peut-être un peu comment ça s'appelle, il y a peut-être eu un peu de dérapage, et en effet il y a eu des drames dans d'autres hôpitaux d'infirmières qui ont mis fin à leur jour, qui montrent que des fois peut-être qu'on a dépassé les bornes dans certains hôpitaux, etc. Mais je pense que c'était quand même nécessaire. Alors je suis pas gestionnaire, je ne suis pas, donc je suis pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être des choses qui auraient pu être faites différemment, j'en sais rien. Mais c'est sûr que c'était nécessaire. Et je pense que ça l'est encore. Je pense qu'on peut encore améliorer l'efficience ou l'efficacité sans parler de rentabilité à proprement parler. Et c'est sûr que les journées, elles sont trop courtes, hein, pour tout le monde, hein. Enfin, on voit, on court tous. Je crois qu'on nous a tous vu courir, au moins sur le sens, si on court pas physiquement, on court au moins moralement, à faire 4 choses à la fois, à avoir 2 portables dans chaque oreille, à répondre à 4 collègues en même temps. Et ça, c'est sûr que c'est un vrai problème parce que on fait. J'ai quand même encore confiance sur le fait qu'on puisse y arriver, hein, j'y crois. En tout cas, actuellement, vous n'avez pas l'impression, enfin, je ne vais pas vous demander de faire des confidences, mais vous n'avez pas l'impression d'être dans un bateau qui coule et qui est en perdition. Non, j'ai pas l'impression d'être dans un bateau qui coule. Après, j'entends des fois la souffrance des collègues dans les différents hôpitaux que j'ai été, hein. C'est partout pareil, hein. J'entends la souffrance notamment des infirmières qui disent voilà, on a une pression de charge de soins, on voudrait prendre plus de temps pour parler. Et même moi, je le sens des fois que le patient a besoin de plus parler, et que malheureusement, j'ai pas ce temps à lui donner, et que ça me fait enrager. Donc ça, je l'entends. Par contre, j'ai peut-être encore une confiance qui peut-être de la naïveté, j'en sais rien, hein, mais je veux dire, je suis rentrée dans cette spécialité en sachant que je ferais toute ma carrière dans l'hôpital public, et j'y tiens très fort. Hein, j'y tiens très fort. Je resterai toute ma vie à l'hôpital public, donc c'est bien parce que j'y crois encore. Alors après, ça nécessitera des batailles, des organisations, des améliorations, mais je suis assez persuadée qu'on peut y arriver et que les gens la plupart des gens qui sont à l'hôpital, y compris les dirigeants, y compris même plus haut les politiques, c'est des gens bienveillants. Je pense qu'ils veulent. Après, ils sont peut-être maladroits, pas adaptés, etc. Des fois, ils ont du mal. Mais je pense qu'il y a du mal. Il y a des problèmes de communication, je pense, entre des besoins des soignants et donc des patients. Et des fois, ces exigences, entre guillemets, qui font qu'on a un peu du mal à des fois à s'entendre. Mais à la fin, je pense que tout le monde veut que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, personne n'a envie de couler l'hôpital public, je crois pas. J'ai bien compris que vous étiez convaincu que l'hôpital public est une nécessité. Oui, c'est une nécessité. Et qui doit se maintenir à coûte que coûte. Je pense qu'encore en France, l'hôpital public, c'est l'endroit où on innove, c'est l'endroit où on fait encore des nouveautés, où il y a de la recherche, où, je veux dire, il y a de la recherche en clinique, mais très 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 peu, hein. Donc c'est encore le pôle d'innovation. Il y a de la recherche, y compris dans les hôpitaux qu'on dit, nous, périphériques, dont le CH de Périgueux, c'est un hôpital dit périphérique par rapport aux centres hospitaliers universitaires, qui sont les grands centres comme Bordeaux, Limoges, hein, qui font le plus de recherche. Mais il y a de la recherche qui est faite sur Périgueux, il y a de la recherche qui est faite sur d'autres hôpitaux comme Pau, Dax, Agen, hein, qui sont des hôpitaux dits périphériques. Il y a un dynamisme qui existe, qui est porté par, je pense, pas mal de gens qui ont une idée assez haute de l'hôpital public, justement, hein. En tout cas, la chance de médecins jeunes qui veulent s'engager dans une carrière comme la vôtre, elle passe presque forcément par l'hôpital public, parce que j'imagine que s'ils veulent développer une carrière comme ça en clinique, ça doit être beaucoup plus difficile. C'est très différent, la clinique, c'est très différent. On fait du soin et on le fait bien, je pense, en clinique, mais on fait quand même, à l'heure d'aujourd'hui, on fait moins de recherche et beaucoup plus de soins, voilà. Et puis, c'est pas du tout la même chose. Je pense que, après, pour ma spécialité, il y a personne quasiment qui est en clinique. En tout cas, à ma connaissance, ça existe. Il y a des petits centres qui sont en train de se créer, parce que les cliniques grossissent, donc on commence à dire, ça peut être intéressant de faire ce genre de spécialité. Mais globalement,
C'est essentiellement l'hôpital public pour ma spécialité. Pour conclure ces propos, est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de la manière dont se déroule une de vos journées de travail? Enfin, une journée bien remplie, particulièrement bien remplie. Bon, alors une journée normale, on arrive vers entre 8h15 et 8h30 à peu près. À ce moment-là, en général, on règle un petit peu des problèmes avant que la journée commence son plein. On règle des problèmes administratifs, organisationnels, des réunions à venir, on rend des mails, enfin un peu comme tout le monde dans une entreprise. Après, ce qui se passe, c'est qu'on va voir nos infirmières un peu avant 9h. On discute avec elles pour savoir comment s'est passée la nuit de chacun des patients. Est-ce qu'il y a eu des problèmes particuliers? On leur dit le programme qui est à venir. La matinée se passe à faire ce qu'on appelle, nous, la visite. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir patient par patient. On regarde s'il y a les examens qu'il y a encore à prévoir, on regarde les résultats des bilans biologiques de contrôle, on réexamine le patient. Si un patient est rentré dans la nuit, on va voir ce qui lui arrive, on va appeler le médecin traitant, récupérer ses problématiques passées, présentes. Et on les voit, et puis on fait les sorties des patients qui doivent sortir. Voilà. Après, vers 1h par là, si on a le temps, on va manger. Sinon, on grignote un petit quelque chose dans un coin. Et après, l'après-midi, souvent, c'est les consultations. On consulte, en général, jusqu'à, on va dire, 16h30, 17h. Et après, on retourne dans le service pour voir ce qui s'est passé. Bien sûr, on a pu être appelé entre-temps s'il y a une urgence, mais disons, s'il n'y a pas eu d'urgence, on y va vers 17h. Les patients qui sont rentrés, on va les voir. Pareil, on refait le point avec eux de pourquoi ils sont là, et on réorganise. On refait le point avec l'infirmière de tous les patients, voir s'il y a des choses nouvelles, les examens qui ont lieu dans la journée, par exemple les scanners, etc. Et on règle les problématiques qui se sont passées entre-temps. En général, le temps de faire tout ça, il est 18h30, des fois un peu plus tard. Et puis en général, on essaie de partir avant 19h, mais des fois c'est plus tard, ça peut être 20h. Voilà. Donc ça fait des journées de 10 heures bien pesées. Bien pesées, voilà. Et selon ça peut monter jusqu'à 20h30, 21h. Enfin, il n'y a pas de limite. Et c'est un peu ça qui est pesant, c'est qu'en fait, s'il y a une urgence, il n'y a pas de limite, quoi. C'est que on ne peut pas laisser l'urgence. Parce que j'imagine que vous êtes constamment en relation avec le service des urgences qui peut vous envoyer puis si le patient n'est pas bien, dans le service. De la patientèle. Oui, c'est ça, exactement, de la patientèle. Et puis si un patient n'est pas bien dans le service, c'est des patients qui sont aigus, des patients qui viennent avec des pathologies infectieuses, donc ils peuvent décompenser. On peut avoir la nécessité de les transférer en réanimation. Et donc, quand ça arrive, ça peut déborder de façon très, très importante sur la soirée, quand ça arrive. Voilà. Et donc, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour cette partie formation. Donc, la formation, en général, on la fait le soir, en rentrant chez soi. Formation et encadrement aussi, voilà, puisque vous avez des internes qui... Exactement. Donc, les internes, on les encadre dans la journée. Ils viennent avec nous. En fait, ils travaillent avec nous. En fait, c'est du compagnonnage. On ne pourrait pas croire, mais en fait, la médecine, c'est un artisanat et ça s'apprend un peu par compagnonnage. Donc, en fait, ils nous suivent, ils font avec nous, ils apprennent avec nous, on leur délègue des choses quand on les sent prêts, etc., petit à petit, quoi. On serait tenté de dire ouf. Mais est-ce qu'il y a une vie après la médecine interne? Est-ce qu'il y a une vie après la médecine interne en hôpital public? Alors, j'espère bien que oui. Non, il y en a une. Il y en a une, elle n'est pas facile, elle demande de l'organisation. C'est sûr qu'il y a un côté, on est un peu déchiré toujours entre justement le besoin d'avoir une vie à côté, et la nécessité de faire toutes ces choses qui sont toutes urgentes et toutes nécessaires. Voilà, c'est ça. On a une famille, on a aussi des loisirs, donc il y a les week-ends et puis il y a les soirées, mais c'est vrai que c'est toujours une balance qui est difficile. Je pense que particulièrement en médecine, je pense que tous les médecins et les internistes comme les autres, la gestion de leur vie privée nécessite un ajustement permanent, on va dire. Voilà. Alors vous, Aurélie, dans les petits moments de liberté que vous arrivez à dégager, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous passionne en dehors de la médecine? Il y a déjà, j'ai une famille, j'ai un fils. Donc mon fils me prend tout le temps que j'ai de libre, beaucoup du temps, parce qu'il est tout petit et qu'il a vraiment besoin de moi. Donc c'est vrai qu'en ce moment, c'est une des problématiques que je rencontre, c'est celle de vraiment pas dépasser ses horaires, parce que mon fils, il a besoin de me voir, donc il faut que je sois là quand il est réveillé. Voilà, donc des fois ça demande beaucoup
je jongle un peu beaucoup, voilà. Oui, Et puis après, je joue du violon, donc ça me permet aussi de me ressourcer. Euh, Surtout, c'est une activité qui nécessite de la concentration, donc ça me permet justement de me dégager un petit peu, parce que ce qui est dur, je trouve, quand on est médecin, c'est que nos patients nous sont là partout avec nous, tout le temps, dans notre tête, jusque dans notre lit, on y pense très souvent. Et donc, il y a des moments, c'est difficile, justement. Il faut faire quelque chose qui demande un peu de concentration pour pouvoir s'extraire de notre travail, en fait. Et ça, vous le trouvez dans la pratique du violon? Dans la pratique du violon et aussi dans les soins que je donne à mon fils, parce que mon fils me demande toute mon attention, donc voilà. Voilà. Donc oui, mais dans la pratique du violon, en effet, comme ça demande une rigueur, une concentration et un retour au calme, parce qu'on ne peut pas jouer si on est très stressé ou très nerveux. Donc ça permet de se vider la tête, voilà. Et vous arrivez à trouver le temps de vous entraîner, d'apprendre des choses ou de jouer avec d'autres musiciens? Alors là, en ce moment, non, parce que comme je disais, j'ai mon fils qui est tout petit, donc ça a été un petit peu difficile. Jusqu'à sa naissance, j'ai réussi en jonglant beaucoup. J'espère là, parce que le temps qui va grandir d'ici quelques mois, de pouvoir reprendre. Mais oui, ça demandait beaucoup de rigueur, hein. Des fois, c'est difficile quand on rentre tard, on se dit... Non, j'ai juste envie de me mettre sur le canapé et de regarder la télé. Mais on se dit, allez, non. Pleine de culpabilité. Aussi. Voilà, pleine de culpabilité, exactement. On a envie de se montrer avec, allez, allons dans le cliché du chocolat et comment ça s'appelle, et des chips, voilà. Mais bon, je sais que c'est pas comme ça que je me sentirais mieux. Donc j'arrive, des fois c'est un quart d'heure, des fois c'est un peu plus, une demi-heure. C'est pas forcément beaucoup, mais ça permet juste, de me vider. Et alors, j'ai donc changé récemment. Je suis arrivée à l'hôpital de Périgueux très très récemment. Donc avant, j'étais dans un orchestre et j'espère pouvoir y retourner bientôt, parce que être dans un groupe comme ça, c'est quelque chose qui est très très porteur en fait, hein. Donc j'espère. Un orchestre de musique de chambre? Non, c'était un orchestre, on va dire, de musique. On faisait des musiques de films. On était, on faisait. Là, on avait fait ABBA récemment, voilà. Moi, je suis un instrumentiste humble, on va dire, hein. Je joue pas très bien, donc j'étais en 3e violon, donc je savais aussi que si je loupais une répétition, c'était pas la fin du monde. J'avais volontairement pris une place où je savais que si j'étais pas là tout le temps, c'était pas bien grave, mais ça me permettait d'être dans le groupe et de pouvoir soutenir et puis de participer à quelque chose de beau et d'agréable, ce qui est toujours important, parce que c'est vrai que dans notre métier aussi, on voit quand même beaucoup de choses terribles, tristes, extrêmement dures, et donc des fois avoir juste un peu de beauté, ça fait du bien. Chose terminée à propos des loisirs des médecins. Par une réflexion, je me suis souvent demandé pourquoi il y avait tant de médecins qui se tournaient vers la littérature. Enfin, quelquefois ils s'y tournent vers la littérature pendant l'exercice de leur profession. Pourquoi ça? Alors pourquoi ça? Je pense que quand on est médecin, on a beaucoup de choses à dire. Non, mais c'est parce qu'on est le réceptacle de beaucoup de choses. On voit énormément d'émotions et des gens dans des moments très intenses. J'ai des milliers d'histoires de gens qui m'ont raconté d'histoires superbes, d'histoires terribles. J'ai vu des histoires d'amour très intenses entre des personnes très âgées, par exemple. On les voit qui ont 40 ans. J'ai vu des tout petits enfants. Enfin, et je pense que cette intensité émotionnelle, on a envie de la retransmettre. Enfin, je crois, je ne peux pas parler pour mes collègues. Moi, j'écris aussi un tout petit peu, mais je n'ai pas du tout publié. J'écris juste pour le plaisir. Mais voilà, je pense que il y a cette intensité émotionnelle fait qu'on a envie d'en parler, on a envie de retranscrire tout ça pour les autres. Et puis je pense que le fait d'être dans la société à ce point-là, parce que le médecin, il voit toutes les classes de la société, il aura peut-être particulièrement envie aussi de transmettre des idées peut-être par rapport à l'organisation, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins écrivains et je pense que ça vient peut-être de l'intensité émotionnelle de notre travail, je crois. Mais j'en suis pas tout à fait sûre, je peux pas parler pour eux, hein, mais je crois. Aurélie, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous remercie beaucoup de votre témoignage, très, très instructif et qui se termine d'une manière poignante. Et je vous souhaite de continuer votre métier toujours avec le même courage et la même passion. Merci beaucoup, j'y compte bien.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.